Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, s'appeler à la culture me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette table ronde des mardis de l'ESSEC, organisée avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du cabinet de conseil en stratégie augmentée WIV et de la compagnie de Falsbourg, promoteur, constructeur et développeur de l'immobilier. Bienvenue au château. Ce soir, nous rencontrons les travailleurs de l'ombre, les chuchoteurs d'arrière-boutique, les influenceurs des puissants, les snipers de la République, les conspirateurs de cabinets noirs. Ce soir, nous ouvrons la machine fumante de l'État et en explorons les rouages les plus dissimulés, les ficelles les plus fines, les secrets les mieux gardés. Ce soir, nous assistons au choc inouï de deux administrations, de deux personnes que tout oppose. Emmanuel Mignon pour le camp Sarkozy, bonsoir. Et Gaspard Ganzer pour le camp Hollande, bonsoir. Si nous vous avons invité, c'est parce que nous pensons que vous avez chacun, dans vos domaines respectifs et de manière extrêmement significative, influencé la vie politique française les 10 dernières années. Vous avez travaillé à l'Élysée, objet de fantasmes et de passion, palais doré où entrent et se brisent avec fracas les espoirs d'un pays tout entier. Et malgré ces années compliquées, passées dans l'ombre, à travailler d'arrache-pied, sans obtenir de reconnaissance publique de votre dévouement, vous conservez et affichez une fidélité sans borne pour le prince que vous avez servi. Si nous reprenons la chronologie des deux précédents quinquennats, c'est par vous, Madame Mignon, qu'il nous faut commencer. D'après François Hollande, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a gagné la campagne présidentielle, mais bien vous. Loin de céder aux sirènes et à la louange, vous êtes restée une directrice de cabinet discrète, très peu présente sur la scène médiatique. Éminence grise du président Sarkozy, mère supérieure de l'Élysée, vous êtes avant tout une élève brillante. Sciences Po, major de l'ENA, heureusement que vous avez fait des études après l'ESSEC. Scout un jour, scout toujours, car vous en êtes une, et pas n'importe laquelle. Commissaire national guide. Catholique convaincu, vous hésitez longtemps entre le cloître et la politique. Vous choisissez la seconde, toute pleine de religion. Très tôt, vous mettez vos compétences au service de M. Sarkozy, le patron comme vous l'appelez. Vous êtes sa conseillère en 2002 au ministère de l'Intérieur, fidèle, vous le suivez au ministère de l'Économie en 2004. Mais surtout, la même année, vous êtes l'architecte de son programme de campagne pour la présidentielle à la tête des études de l'UMP, grand laboratoire de la pensée du sarkozysme. Emmanuel Mignon, vous êtes le cerveau de la rupture idéologique que Nicolas Sarkozy veut porter. Vous n'avez pas peur de faire rentrer la religion à l'Élysée, de plaider pour un Big Bang fiscal, ou de parler de ministère de l'immigration, ou pardon, de ministère de l'identité nationale. C'est avec ces idées, vos idées, qu'il triomphe en 2007. Las, votre poste de directrice de cabinet vous laisse sur votre faim. Vous êtes la plume des discours les plus polémiques de son mandat. Au Latran ou à Riyad. Vous restez dans l'ombre, proche conseillère du prince. Vous gardez votre style direct avec le président, refusant les courbettes de la cour élyséenne, ce qui n'est pas au goût de tout le monde. Vous quittez l'Élysée en 2009, faute d'avoir réussi, jamais, à vous y sentir chez vous. Et en 2012, le locataire du palais change. En 2014, vous entrez, M. Ganzer, dans la grande machine de l'Élysée, après avoir suivi Bertrand Delanoë à la mairie de Paris et Laurent Fabius au Quai d'Orsay.
et de votre premier jour, où vous montrez à une France peu surprise mais amusée que oui, les énarques aussi se font des gros joints en soirée, à votre dernier jour, où le 7e président de la 5e quitte le château, vous vous imposez comme conseiller, certes, mais aussi, on le comprend dans votre livre, comme conseiller et ami de François Hollande. Votre livre, justement, La politique est un sport de combat, paru début novembre, forme comme une grande chronique politico-sportive des années 2014 à 2017. Boum! Crochet du droit, un ministre évadé fiscal. Bam! Uppercut, les frondeurs quittent le gouvernement. Vlan! Dans les dents, Valérie Trierweiler sort son livre. Crac! Le terrorisme. Bim! Le chômage. Et enfin, le 1er décembre 2016, au dernier round, votre champion jette l'éponge. Qu'importe, résiste, prouve que tu existes. Aidé par un Gaspard fidèle jusqu'au bout, François tente avec entêtement de montrer ce qu'il a été en tant que président. S'il ne doit en rester qu'un, ce sera celui-là. Vous êtes la béquille de l'homme aux 4%, tentant de rattraper la descente infernale d'une courbe de popularité qui a chuté en moins de temps qu'il n'en faut pour dire nuit debout. Dans les derniers jours du quinquennat, vous restez fidèle au président, trop fidèle pour certains, qui vous accusent d'excès de zèle. La garde meurt, mais ne se rend pas. Deux princes donc, de famille, de conseillers, de style, de salles de ambiance. Madame Mignon, on vous sait discrète, voire secrète. Vous n'aimez pas vous épancher sur votre expérience élyséenne, de laquelle vous gardez un souvenir amer. Monsieur Ganzer, au contraire, décrivez à longueur de paragraphes combien vous aimez, bien plus que votre temps à l'Élysée, votre tronc auprès d'un homme pour lequel vous avez une admiration certaine. L'une étudie la théologie à ses heures perdues, l'autre a un poster de Mad Men dans son bureau. L'une devient avocate après ses adieux au château, l'autre fonde 2017 son agence de communication. Vous avez vécu de longs mois à voler tout près du soleil, mais toujours derrière lui. Toujours à la cour, mais jamais sur le trône. Toujours en coulisses, mais jamais sur scène. Alors que vous avez désormais quitté le triangle d'or, comme on l'appelle, nous avons choisi de vous réunir ce soir pour parler de vos expériences si différentes, mais si proches. Pour tirer le rideau sur les coulisses de l'Élysée, pour savoir ce que signifie, aujourd'hui, l'expérience de l'ombre et des responsabilités, le dévouement pour une cause, le service de l'État. Bon débat à toutes et à tous. Madame Mignon, Monsieur Ganzer, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme le veut la tradition au mardi, vous disposez d'un court droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite par Blaise et Jacques. Bon, alors, plus... Ça marche, hein? Ok. D'abord, je suis heureuse d'être là. Je suis une ancienne élève de l'ESSEC, comme ça a été rapidement dit. Et alors, soit il a été refait, soit vraiment j'étais toute petite quand j'étais élève de l'ESSEC, parce que l'amphi me paraissait franchement beaucoup plus grand. Voilà, mais bon, sinon, non, merci pour ce portrait. Au début, j'étais agréablement surprise parce que quand vous avez sorti que j'appelais Nicolas Sarkozy le patron, je me suis dit, tiens, c'est bien renseigné, c'est exact, je l'appelle le patron, je l'ai toujours appelé le patron et je continuerai longtemps à l'appeler le patron. Je tiens à dire que je n'ai rien à voir avec le ministère de l'Identité nationale. Le ministère de l'Identité nationale, c'est une idée... alors, très rapidement, parce que c'est intéressant au-delà du fait que je veux rectifier cette information, dans la campagne de 2007, il y a eu un moment où les courbes se sont croisées entre Ségolène Royal et François Bayrou au premier tour. Alors c'est une période qui a duré pas très longtemps, qui a duré une dizaine de jours, mais tout d'un coup on s'est dit, on a commencé à regarder les études d'opinion et les sondages et on a vu que peut-être le deuxième tour ce serait pas Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy, François Bayrou, ce qui changeait assez significativement le résultat éventuel du second tour. Et donc là il y a eu une décision dans une réunion à laquelle je n'étais pas présente, une décision de... J'ai ensuite appris le terme qui consistait à rebraquer la campagne à droite.
c'est-à-dire à la faire revenir sur des thématiques qui n'étaient pas très favorables à François Bayrou en réalité, de façon à ce qu'on sorte des thématiques sur la dette, l'Europe, etc., qui lui étaient plus favorables. Et c'est comme ça que l'idée du ministère de l'Identité nationale est arrivée, donc je n'y suis absolument pour rien, et je tiens à dire que dans le discours qui a suivi, j'ai en revanche écrit le discours qui a suivi l'annonce de cette idée du ministère de l'Identité nationale, et j'ai proposé qu'on l'appelle, parce qu'on était un peu embêté avec ce truc-là, un peu comme une poule devant un couteau, on ne savait pas très bien quoi en faire, et à ce moment-là, j'ai proposé dans ce discours qui a suivi de 2-3 jours cette annonce, qu'on l'appelle ministère de l'Identité républicaine. Et cette idée a eu un certain succès. J'ai vu le moment où elle allait être prise par le futur président, par le candidat, et malheureusement on est resté au ministère de l'Identité nationale. Ça c'est le premier point que je voulais dire. Et le deuxième point, c'est que je suis effectivement l'auteur du discours de Latran, sur lequel on pourra revenir. En revanche, je n'ai absolument rien à voir non plus avec le discours de Riyad. Ceci étant, merci pour vos propos, merci pour ce portrait, et je passe la parole à Gaspard. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça me touche beaucoup d'être ici et de pouvoir venir ici pour moi pour la première fois à l'ESSEC, parce que même si j'ai une vie de patachon quand j'étais étudiant, je ne suis jamais venu en soirée ici, et maintenant j'ai un peu passé l'âge, donc merci de me donner cette occasion. Ça me fait plaisir d'être là ici avec vous, particulièrement avec Emmanuel Mignon, parce que j'ai déjà eu l'occasion de lui dire en privé, mais une des nombreuses personnes qui m'a permis de rentrer à l'ENA, c'est elle, parce qu'elle était une excellente prof de droit public à Sciences Po et ailleurs. Et donc, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je la remercie. Voilà. Donc, c'est fait une nouvelle fois. Et puis aussi, parce que ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces années à l'Élysée, que nous avons vécues, elle et moi, de façon différente. Moi, la présentation qui a été faite de moi m'a fait rire, donc c'est l'essentiel et rien ne m'a gêné. Pour cette table ronde sur le thème des coulisses de l'Élysée, on a choisi de diviser le débat en 3 grandes parties. La première partie va porter sur l'organisation interne du cabinet présidentiel, la seconde sur l'influence de l'opinion et des médias sur le pouvoir en place, et la troisième va porter sur votre propre expérience en tant que conseiller, mais aussi en tant que proche du président Sarkozy pour vous, Madame Mignon, et du président Hollande pour vous, Monsieur Banzer. Donc, rentrons dans le vif du sujet. En 2017, nous avons vécu un grand bouleversement politique avec l'arrivée au pouvoir de M. Emmanuel Macron, qui prône une présidence jupitérienne, qui se veut en rupture avec la présidence, l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy et la présidence normale de François Hollande. Nous avons donc un président qui a choisi un pouvoir concentré et qui a l'attention des médias. Plusieurs raisons à cela. D'une part, des ministres qui sont dénués de pouvoir médiatique, des ministres techniciens. D'autre part, des cabinets ministériels qui sont peu à peu, qui ont des effectifs qui se réduisent peu à peu. Et pour finir, un Premier ministre qui n'a pas participé à l'élection, à la campagne présidentielle et qui n'a pas participé à la rédaction du programme de M. Macron. Donc nous avons un président qui préside en circuit très court, avec une poignée de collaborateurs qui s'auto-appellent les Mormons. On pense notamment à M. Alexis Kohler, donc secrétaire général de l'Élysée, et M. Ismaël Ebélien, que vous connaissez, M. Banzer, qui est conseiller spécial de M. Macron. Donc la question est la suivante. Il semble parfois que le poids des conseillers est supérieur à celui des ministres. Est-on vraiment gouverné et présidé par une poignée de personnes Et si oui ou sinon, est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ou est-ce que c'est quelque chose qui est mis en avant par M. Macron et qui n'est pas vraiment nouveau? Comment c'était au sein de vos propres administrations? Le premier titulaire de la charge élyséenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il avait 4 collaborateurs, un secrétaire général, un directeur de cabinet, un secrétaire général pour les affaires africaines et malgaches, le fameux Focard, et un chef d'état-major particulier. Il les voyait tous les soirs en tête-à-tête, donc tout seul dans son bureau, et il avait interdit à ses collaborateurs de se réunir ensemble, parce qu'il ne voulait absolument pas que ses collaborateurs forment un gouvernement bis. Donc quand on était conseiller à l'Élysée du temps du général de Gaulle, on était uniquement là pour conseiller, on avait l'interdiction absolue de se réunir comme un conseil des ministres bis, on avait l'interdiction absolue de s'adresser aux ministres, de s'adresser au directeur d'administration centrale, de leur donner des instructions. Le seul qui pouvait parler aux ministres, c'était le secrétaire général de l'Élysée, et uniquement pour s'informer, et certainement pas pour donner des instructions.
Alors cette magnifique conceptualisation de ce que doit être l'Élysée, c'est totalement perdu avec le temps. Alors je ne sais pas à quand il faut le remonter, sans doute vraisemblablement aux années Giscard. Aujourd'hui, et donc depuis cette période, en réalité, l'Élysée fonctionne comme un gouvernement bis. Les conseillers ont toujours eu énormément de pouvoir. Ils ont énormément de pouvoir parce qu'ils sont près du président et donc ils ont un pouvoir de décision. Mais l'autre raison pour laquelle ils ont du pouvoir, c'est qu'ils ont le melon. Et ça, c'est très difficile de lutter contre ça. Le seul qui peut lutter contre le melon de ses conseillers, c'est le président de la République, et ils n'y mettent pas toujours l'énergie qu'ils devraient y mettre. Donc je crois que c'est pas spécifique à Macron. Je crois que, en tout cas nous, dans la période que j'ai connue, les conseillers du président avaient un pouvoir absolument colossal. Et j'avais fait cette expérience que les ministères qui étaient bien gérés, les ministres qui marchaient pas trop mal, en fait, c'était les ministres qui avaient un référent à l'Élysée, qui était dans le premier cercle élyséen. Donc un ministre dont le référent, le conseiller sur le sectoriel était proche du président, en général cartonnait très bien, alors que le ministre qui, pas de chance, avait un conseiller technique un peu du conserve du troisième cercle, lui ça marchait pas du tout parce qu'il n'avait pas la formation du président, il faisait pas remonter les choses, etc. Donc voilà, les conseillers ont toujours eu beaucoup de pouvoir sous la Ve République, et je crois que Macron, de ce point de vue-là, n'est pas spécifique. Je confirme totalement. L'évolution de la Ve République, c'est celle de l'hyper-présidentialisation au-delà des titulaires de la fonction. Chaque président concentre très fortement le pouvoir parce que c'est, si ce n'est la logique institutionnelle, au moins la logique politique des institutions de la Ve République. Et s'ajoute à cela la révolution médiatique dont on parlera tout à l'heure, qui favorise quand même énormément la personnalisation du pouvoir autour du président, voire autour de celle de ses conseillers. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, on peut en rire ensemble. C'est quand même pas du tout anodin que le jour de mon arrivée à l'Élysée en 2014, la totalité de mon compte Facebook ait été scanné par des journalistes. Ça semble fou en fait de l'extérieur. Ce compte Facebook était actif depuis plusieurs années, personne n'était jamais allé le regarder, et quand je suis arrivé à l'Élysée, les gens commençaient à le regarder. Donc c'est bien que les gens projettent sur l'Élysée, à tort ou à raison, de concentration du pouvoir. Avec François Hollande, il y avait quand même une modalité particulière, c'est que certes le pouvoir est très, très concentré à l'Élysée, et François Hollande a deux caractéristiques qui sont connues. La première, c'est qu'il a une admiration sans limite pour le suffrage universel. Et donc, il donnait il donnait énormément d'importance à l'avis et au conseil de ceux qui avaient affronté le suffrage universel, qu'ils soient élus locaux ou élus nationaux. Et donc, il consultait très régulièrement des maires, parfois de très petites communes, des présidents de conseils départementaux, etc. Et qu'il considérait au même niveau que ses conseillers élyséens. Et la deuxième chose, caractéristique de François Hollande, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien prendre une dizaine d'avis avant de prendre une décision. Donc l'avis du conseiller élyséen s'inscrivait dans ce cadre de cette ronde, en tout cas de 10 avis. Il était souvent prépondérant, mais il n'était pas le seul. Dans cette importance des cabinets, il est également question de la taille. Le début du quinquennat du président de la République, Emmanuel Macron, s'est caractérisé par une volonté de réduire la taille des cabinets, notamment ministériels. Mais pas présidentiel. Absolument. Et chaque quinquennat a finalement été marqué par cela. François Fillon voulait limiter le nombre de collaborateurs ministériels à 20. Par circulaire, Jean-Marc Ayrault l'avait limité à 15. Cette fois-ci, c'est par décret, donc en entrant dans la loi, qu'Emmanuel Macron entend le réduire à 10. Dans vos expériences respectives, puisque vous avez chacun été conseiller dans les ministères avant d'intégrer les cabinets élyséens, quelle est la taille optimale d'un cabinet ministériel et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on demande des efforts tels aux ministres et que le cabinet à l'Élysée du président de la République continue à avoir une taille assez démentielle? D'abord, la réduction des cabinets ministériels, elle est bien plus ancienne que ça, puisque je crois que pour la première fois que ça apparaît dans une loi, c'est à la fin du 19e siècle. Donc c'est vraiment une longue histoire. Je tiens à dire que le seul qui a fait progresser le sujet véritablement, c'est François Hollande. Pourquoi? Parce que, alors même qu'il est inscrit depuis très longtemps dans des circulaires, dans des décrets, dans des lois, qu'il y a un plafond du nombre de conseillers dans les ministères, en réalité, comment ça se passe? On a son cabinet officiel qui respecte le nombre, et puis après on nomme des conseillers officieux
qui sont des contractuels, qui n'apparaissent pas dans leur organigramme. Quand ça se passe dans des ministères, ils restent planqués dans des administrations, mais en réalité, ils travaillent pour le cabinet. Et ça, contre ça, on ne pouvait rien faire. Sauf que, qu'est-ce qu'a fait François Hollande? Il a soumis tous les conseillers ministériels à l'obligation de déclarer leurs intérêts et, je crois, leur patrimoine. Si vous ne le faites pas, vous encourez des sanctions pénales. Et donc c'est aujourd'hui impossible d'être officieux, parce que si vous êtes conseiller officieux, vous n'allez pas déclarer vos intérêts, vous n'allez pas déclarer votre patrimoine, et à la clé vous avez des sanctions pénales, et ça, tout le monde, personne n'en veut. Donc voilà, le seul qui a vraiment fait quelque chose d'utile pour le truc, c'est François Hollande, et je tenais à le dire. Ensuite, il n'y a pas de taille idéale, c'est un modèle ou c'est un autre. Alors il faut... Non, alors ça c'est une autre question. Donc, ou bien on considère qu'il ne faut pas de cabinet, ou en tout cas, parce que le ministre, il a toujours besoin d'un chef de cabinet pour l'agenda, les affaires réservées, un type qui lui écrit les discours, et puis un homme de confiance. Donc, ou bien on considère qu'ils peuvent fonctionner à 3, comme ça se passe en Grande-Bretagne, et que sinon ils fonctionnent uniquement avec leurs administrations, et à ce moment-là, le nombre idéal, c'est 2 ou 3. Ou bien on considère qu'il faut qu'il y ait autour du ministre une équipe qui soit ni politique ni administrative, et qui fasse le lien avec l'administration, et alors c'est très difficile d'être moins de 20. Et la réalité qui se passe dans les cabinets aujourd'hui, à part Matignon et l'Élysée, où ils sont restés un nombre normal, la réalité c'est que les ministres, ils sont allongés sur le parquet, tellement les ministres et leurs cabinets sont allongés sur le parquet tellement ils sont fatigués. Voilà. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant de réduire dans la loi la taille des cabinets? Non, mais je pense qu'elle l'a dit, si on allait au bout de la logique, on pourrait se contenter d'être simplement 2 ou 3, mais le problème c'est qu'aucun ministre ne veut aller jusque-là, donc à défaut, je pense qu'il faut être un nombre raisonnable, et le nombre raisonnable il se situe certainement aux alentours de 20, enfin après ça dépend de la taille du ministère. Quand vous êtes à Bercy, c'est pas la même chose que quand vous êtes à la culture, même si j'adore la culture, le champ, on va dire, d'intervention, le volume de dépenses gérées n'est pas exactement le même. Et il faut des gens pour le faire. Moi, j'ai encore quelques amis, connaissances en cabinet ministériel. Je conviens de ce que vient de dire Emmanuel Mignon, c'est absolument l'enfer. Et surtout qu'il y a une petite inégalité de principe, c'est qu'à l'Élysée, à Matignon, ils sont restés le même nombre, voire ils sont un peu plus nombreux qu'avant. Et en face à eux, ils ont des ministres qui sont peu entourés, avec peu de monde. Donc après, il ne faut pas s'étonner que le Premier ministre et le Président de la République se sentent parfois un peu seuls. C'est aussi lié à cela. Et justement, quelle est la conséquence de... Ça marche plus, ouais. Ça marche. C'est bon. Quelle est la conséquence, merci, donc de cette organisation sur le pouvoir d'Emmanuel Macron? Est-ce que finalement c'est pas un moyen d'asseoir un plus grand pouvoir sur les ministères? Je ne sais pas si c'est l'objectif, en tout cas c'est le résultat, mais je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Le président de la République a un ascendant, notamment au début du quinquennat, qui est quand même très très fort de par l'élection au suffrage universel. Et je pense que les présidents de la République, et c'était le cas pour tous, dans un premier temps, ont un peu tendance à penser qu'ils peuvent tout faire tout seuls. En fait, en réalité, ils ont besoin de soutien politique fort. Et je trouve que de ce point de vue-là, on régresse un peu. Je vais peut-être être politiquement incorrect, mais je trouve que Nicolas Sarkozy avait composé un premier gouvernement avec quand même des très fortes personnalités. Il y avait en plus l'ouverture, donc avec des gens qui venaient de parcours très différents, mais qui étaient connus ou reconnus du grand public. Qu'est-ce qu'on pense, peu importe ce qu'on pense de la politique qui était menée. En tout cas, il y avait des personnalités qui tenaient le choc à l'Assemblée nationale et dans les médias. François Hollande, il y a un mélange, on va dire. Dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, les personnalités d'expérience sont rares. Alors après, c'est la contrepartie du renouvellement qui a été demandé, mais ça peut poser un problème en cas de coup de grisou, quoi. Très bien. La parité homme-femme a une place importante dans le débat d'actualité. Ce thème a eu une place importante également lors de la précédente élection présidentielle. Si M. Emmanuel Macron en a fait l'un de ses chevals de bataille pendant l'élection, il a été fortement critiqué après avoir été élu pour notamment avoir transformé le ministère du droit des femmes en un secrétariat d'État et avoir nommé une seule femme au sein d'un ministère régalien, donc le ministère des Armées, d'abord Sylvie Goulard, puis depuis le 21 juin, Madame Parly, Florence Parly. C'est vraisemblablement la même organisation qu'il y a eu lors des précédents quinquennats. Comment vous expliquez la faible féminisation du cabinet du président de la République française? J'ai une grande
théorie là-dessus. Bon, d'abord, il y a des choses, je pense que toutes les femmes qui sont là vont se reconnaître. Il y a des aspects purement pragmatiques, c'est que c'est quand même des fonctions extrêmement prenantes, vous êtes corvéable à merci, c'est tous les soirs, c'est les week-ends, donc à un moment, bah, ça se heurte quand même à la réalité de la vie, sinon d'épouse, en tout cas de mère de famille. Et dans tous les métiers, et dans celui-là en particulier, dans tous les métiers, à chaque fois qu'il y a une marge de plus à franchir, ben, elle est de plus en plus haute pour les femmes, parce que la vie fait qu'il y a quand même des tas de choses qui pèsent sur le quotidien des femmes et qui font aussi leur bonheur et leur joie. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, alors je vais faire un petit détour, je pense que la vraie parité, c'est le jour où on aura accepté que les femmes et les hommes c'est différent et que les femmes sont dans la vie professionnelle différentes des hommes. Et moi ce que j'ai eu l'occasion ça a été dit je crois d'ailleurs dans la petite présentation tout à l'heure, ma parole ayant été libérée, j'ai eu l'occasion de le dire parfois de manière directe après avoir quitté l'Élysée. Moi j'ai été effectivement très mal à l'aise dans un milieu politique, notamment à l'Élysée, dans lequel c'est quand même très fondé sur le m'as-tu vu, sur j'ai du savoir-faire mais j'ai aussi beaucoup de faire savoir, je privilégie les logiques individuelles sur les logiques collectives, etc. etc. Et je pense, ça n'enlève rien aux qualités des hommes, et je pense que, et par ailleurs, il y a des femmes qui se comportent comme des hommes dans la vie professionnelle et des hommes qui se comportent comme des femmes dans la vie professionnelle, mais je pense que globalement, c'est un milieu dans lequel les femmes ne sont pas très à l'aise, et il faut accepter que ce soit comme ça, et c'est pareil dans l'entreprise. Donc la vraie parité, c'est le jour où on acceptera que les femmes et les hommes, c'est pas pareil, ça fonctionne différemment, et qu'on accepte, et qu'on voilà, on accepte que les femmes fonctionnent différemment et on leur fait leur place malgré ça. C'est une question très sérieuse. Emmanuel Macron, dans son cabinet, aujourd'hui, il y a Anne de Bézère, Barbara Fluget. Avant, la question n'était pas sérieuse. Non. Parce que ce qui va arriver peut prêter à rire. Nous avons donc Anne de Bézère, Barbara Fluget et Sibeth Ndiaye. Monsieur Macron a vraiment fait sa campagne sur mettre des femmes à des postes décisionnels, mettre dans son cabinet. Il s'avère que les présidents de chambre sont des hommes, que le Premier ministre est un homme, etc. Il y a peu de femmes dans son cabinet. Est-ce que vous pensez que ça peut être lié à une jalousie de la Première Dame le fait qu'il y ait peu de femmes dans son cabinet, c'est très sérieux. C'est un de ses proches qui a déclaré dans l'opinion, mais sous couverture anonyme, qu'il s'interdit de s'entourer de femmes car il a intériorisé l'idée que cela déplaît à Brigitte, qui se sent très insécurisée par la différence d'âge, le renoncement au féminisme pour l'amour d'une femme. L'importance de la Première Dame à l'Élysée peut-elle justifier le peu de femmes au cabinet du Président de la République ? Je ne crois pas du tout. Je pense que ça n'a malheureusement, je crois qu'il ne faut pas rechercher de raisons individuelles, sentimentales, matrimoniales à cela, mais malheureusement plutôt des phénomènes de société qui ont été très très bien décrits par Emmanuel Mignon, auquel je souscris. Et c'est un vrai problème, parce que c'est vrai que depuis, c'était déjà pas mal le cas, de ma part, sous Nicolas Sarkozy, ça a été le cas sous François Hollande, ça j'en suis certain, et c'est le cas sous Emmanuel Macron. On a des gouvernements qui sont paritaires, mais en revanche, dans les cabinets ministériels, cabinets présidentiels, là, on n'a plus du tout de parité. Moi, personnellement, j'ai beau être un homme, j'étais très mal à l'aise autour de la table le matin avec François Hollande dans nos premières réunions du matin, parce qu'il y avait une ou deux femmes, alors et une grande majorité d'hommes, et ça posait évidemment un problème. J'ai eu la chance, dans une autre vie professionnelle, de travailler à la mairie de Paris avec Bertrand Delanoë, qui était totalement, et il avait raison, maniaque sur cette question de la parité. Et donc, la totalité des postes dans l'administration, chez les adjoints ou dans son entourage, au sein de son cabinet du maire de Paris, était paritaire. Et je trouve que c'était très bien, parce qu'il y avait de cette façon-là un équilibre, et c'était quand même plus riche. Quand on laisse les hommes travailler tout seuls entre eux, en général, le niveau intellectuel baisse, je préfère vous dire. De votre livre, je crois d'ailleurs. Dans l'Élysée, coulisses et secrets d'un palais, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria confirment l'existence, sous chaque administration de la 5e, d'un cabinet noir à l'Élysée. Néanmoins, ils donnent la définition du cabinet noir comme finalement une cellule de crise, avec les conseillers les plus proches du président de la République qui se réunissent en temps de crise.
Dans l'opinion publique, le cabinet noir reste une cellule finalement dédiée à protéger les intérêts politiques du président de la République pour éviter, pour nuire à ses opposants en tout cas. Est-ce que c'est un mythe ou pas? Les sarkozystes ont beaucoup attaqué pendant François Hollande dans le quinquennat, François Fillon également alors qu'il avait d'ailleurs lui-même fait appel à Jean-Pierre Jouyet pour accélérer le cours des affaires judiciaires contre Nicolas Sarkozy. Il est impossible d'imaginer aujourd'hui que le président ne se protège pas politiquement lorsqu'il est au palais. Alors, est-ce qu'un tel cabinet noir existe et comment se matérialise-t-il à l'Élysée si c'est le cas? Évidemment non. Enfin, en tout cas, s'il en existait, je n'étais pas au courant et je suis même certain du contraire. En tout cas, moi j'ai travaillé avec François Hollande, c'est le président avec lequel j'ai travaillé. Il a beaucoup de défauts comme tout le monde. Et en revanche, c'est quelqu'un qui a une honnêteté absolument exceptionnelle, une probité exceptionnelle. Et souvent d'ailleurs, ça nous a joué des tours parce qu'on était parfois les derniers au courant d'un certain nombre de choses. Quand le bouquin de Valérie Trierweiler est sorti, on l'a appris 1 heure avant. Quand le bouquin de David et l'homme est sorti, on était au courant que le bouquin allait sortir, mais évidemment on ne connaissait pas le contenu. J'ai souvent ri, mais je riais jaune, en lisant des articles, notamment du Monde, disant « Ah 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 ah, ils sont vraiment trop nuls à l'Élysée, ils n'étaient même pas au courant qu'on était en train d'enquêter là-dessus ou que ce bouquin allait sortir ». J'avais envie de dire, bah, ça c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de cabinet noir, parce que nous on ne met pas les journalistes sur écoute, nous on ne fait pas suivre les éditeurs, etc. Je ne sais pas si d'autres l'ont fait par le passé, mais nous en tout cas nous ne le faisions pas. Et alors, quant à l'histoire de la campagne présidentielle, je reste là-dessus, parce que c'est quand même... j'évite de polémiquer sur le sujet, mais c'est vrai qu'un candidat à la présidentielle, peut-être parce qu'il perdait un tout petit peu pied à chercher en fait à trouver des explications à sa chute. Les seules explications qu'il avait à trouver, elles étaient à trouver et à donner devant la justice, donc on verra ce que ça donnera le moment venu. Mais là non plus, il ne s'était rien passé, et pourtant, c'est pas assez grave, parce que moi personnellement et d'autres, j'ai reçu de nombreuses menaces de mort quand j'étais à l'Élysée, parce que comme mon nom et celui d'autres personnalités du cabinet élyséen avaient été jetés en pâture sur le thème ils sont à l'origine de telle ou telle affaire, évidemment des gens avaient pris ça très au sérieux, et donc on recevait des courriers à l'Élysée, chez nous, menaçant nos vies et celles de nos enfants. Les gens, les problèmes c'est qu'on vous raconte des bêtises, les gens peuvent toujours finir par vous croire. Parce que vous avez été accusé d'avoir déposé un dossier contre François Fillon au Canada. C'est ce que ses opposants disaient. Faites attention, parce que colporter une rumeur diffamatoire, c'est déjà de la diffamation. Je rigole. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais on peut avoir l'impression que dans l'histoire de la Ve République, il y a eu des groupes de personnes qui travaillaient au service du président. Je pense notamment à monsieur Gérard Colllet et Jacques Pilan, qui étaient donc les conseillers en communication de François Mitterrand, qui ont travaillé sur son élection en 81, mais qui ont surtout été les architectes de sa victoire, sa grande victoire en 88, sa victoire écrasante, malgré la débâcle des législatives en 86 et la maladie du président. Et dans leurs livres respectifs, ils expliquent qu'ils ont été rappelés par M. Mitterrand en 84 et que pendant 4 ans, ils ont œuvré dans le secret pour la réélection du président avec les moyens publics de l'Élysée. Alors, est-ce qu'une telle organisation, est-ce que cette organisation a réellement existé ou est-ce que c'est un mythe? Et est-ce que, vous avez répondu, mais est-ce qu'en 2017, on peut encore avoir ce type de binôme? Non mais alors, c'est évidemment qu'elle est à l'Élysée, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre à la réélection du président. Le problème, c'est que, comme l'a dit Yaspar, nous, il n'y avait pas non plus de cabinet noir. Je ne dis pas qu'on n'a pas essayé, on aurait bien aimé. Nicolas Sarkozy, très régulièrement, entrait en réunion en s'adressant à Claude Guéant, en disant « Claude, je ne suis pas protégé, je ne suis pas protégé, je ne suis pas protégé ». Donc on aurait bien aimé, mais on n'a pas réussi. On n'a jamais réussi à lever une affaire contre nos adversaires, qui eux ne se sont pas gênés. Voilà, mais donc nous, c'est pas qu'on n'a pas voulu, c'est qu'on n'a pas su. Alors ça, c'est l'aspect cabinet noir. Ensuite, sur l'aspect, est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes de l'ombre qui préparent la réélection? Oui, bien sûr. Et donc, évidemment, cette cellule a existé, cette équipe a existé du temps de François Mitterrand. Alors après, c'est pour d'autres raisons. Nous, ce qui s'est passé, alors moi j'avais quitté l'Élysée, mais enfin j'avais quand même suffisamment encore de connexion pour savoir ce qui se passait, c'est qu'en réalité,
Encore une fois, c'est très daté ce que je vais dire, parce que c'est très spécifique à Nicolas Sarkozy. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ses collaborateurs ont essayé de le convaincre je ne sais pas pourquoi vous avez mis cette photo. On a essayé de le convaincre on essaie de le convaincre de préparer la réélection, etc., etc. Et en réalité, ça ne marche que si le président de la République donne des impulsions. Il dit oui, effectivement, c'est ce que je veux. Je veux que vous commenciez à préparer ma réélection. Et en fait, Nicolas Sarkozy a toujours refusé que des collaborateurs commencent à préparer sa réélection, raison pour laquelle, en fait, ça ne s'est pas fait. Et en particulier, il a reçu de très nombreuses notes entre à compter de la fin de l'année 2000, à compter de septembre 2011, de son chef de cabinet, lui disant il faut réserver un QG de campagne, et toutes les notes revenaient par non, de telle sorte qu'ils ont réservé un QG de campagne sans lui dire. C'est très intéressant ce qu'Emmanuel Mignon vient de dire, parce que je l'ai vécu de façon totalement différente, parce qu'au bout du compte, évidemment, François Hollande n'a pas été candidat, mais de la même manière, sans que je crois que ça soit lié à la décision qu'il a finalement prise le mois de décembre, François Hollande a toujours refusé tout dispositif de pré-campagne et autres. Donc en réalité, ce qui était même assez amusant à voir, c'est qu'il y avait plein de conseillers qui vibrionnaient de la préparation d'une campagne électorale, plein de visiteurs du soir qui rêvaient qu'il y ait une campagne électorale, plein de gens qui disaient toute la journée il faut réserver effectivement un QG, certainement à raison, il faut réfléchir à des idées, etc. Et en fait, pour une raison psychologique que j'ignore, je crois que les présidents sont tellement focalisés sur l'action qu'ils ont du mal à se projeter dans la préparation d'une campagne qui vient toujours trop tard. Et peut-être qu'aussi, ils ont tous en tête le mythe ça c'est une thèse que j'ai peut-être fausse, mais le mythe de la campagne de Mitterrand en 88, qui est un peu le rêve de tout président sortant, c'est-à-dire je me déclare un mois avant l'élection, je fais 2 meetings et j'ai gagné, quoi. Malheureusement, l'expérience a prouvé que ça n'avait marché qu'une fois, que c'était pas par hasard, et c'est en plus en période de cohabitation. Enfin, de ma part, je pense que même Chirac est candidat à sa réélection en 2002, il annonce sa candidature très tôt, hein. Je ne sais pas si c'est en janvier ou en décembre, mais là aussi il prend longtemps de l'avance, donc nécessairement c'est qu'il l'avait préparé. Merci. Nous allons commencer la deuxième partie de ce débat qui porte sur l'opinion et les médias. Donc en tant qu'observateur de la vie politique française, nous avons l'impression, ou nous pouvons avoir l'impression, qu'il existe une sorte de tyrannie de l'opinion. Donc la multiplication des sondages modifie le rapport de la société aux médias et interroge sur un trop-plein de démocratie. Les sondages doivent servir à relayer le point de vue des Français, mais ils sont souvent remis en cause à cause de la neutralité des questions qui sont posées. Parce que le président est sensible à sa cote de popularité, l'opinion semble pouvoir modifier l'action, même à la plus haute fonction de l'État. La question est la suivante. Quelle importance les sondages prenaient-ils lorsque vous étiez en fonction ? Je vais commencer. Non, ce qui est très... Moi, la réponse que font les hommes politiques, c'est je ne regarde pas les sondages, je ne m'intéresse pas aux sondages, je trace ma voie, j'avance. C'est d'ailleurs ce que disent tous les présidents. Vous n'avez jamais entendu un homme politique dire « Moi, les sondages, je les regarde tous les matins et je décide en fonction ». Ils vous disent tous exactement l'inverse. Et François Hollande, c'est ce qu'il disait. Et Emmanuel Macron le dit aussi, il dit tous les jours « Moi, je ne regarde pas les sondages, ça m'est totalement indifférent ». Bon, c'est évidemment faux. Il faut se mettre dans la peau d'un homme politique qui, en fait, quand il est élu à la présidence de la République, est dans une relation qui est totalement passionnelle avec l'opinion. Il y a des millions de gens qui ont voté pour lui. Il a fait la une des journaux pendant des mois et des mois et des mois. On lui a dit qu'il était le plus beau, plus fort. Il commence avec une cote de popularité qui est impressionnante, supérieure à 50%, même si elle est toujours... elle est de plus en plus basse de quinquennat en quinquennat. Et puis, de jour en jour, il voit sa cote de popularité baisser. Et ça reste des hommes, hein. Pour l'instant, ce sont des hommes, parce qu'il n'y a pas eu de femmes élisées. Et donc, c'est pas très agréable de ne pas être aimé. Le jour où vous rencontrerez quelqu'un qui apprécie ne pas être aimé, qui dit je m'en fous, les gens me détestent, mais ça m'est indifférent, ça ne va pas. Et justement, dans votre livre, La politique est un sport de combat, ce point revient à de nombreuses reprises et le président semble très souvent indifférent à sa cote de popularité. Il y a autre chose qui se passe avec François Hollande, c'est que à partir de 2014, il avait touché le fond de la cuve en termes de sondage. Donc une fois que vous y êtes, vous savez que vous pouvez remonter de temps en temps, mais la chute, vous l'avez déjà vécue, quoi. Donc c'est vrai que ça lui importait moins.
quand ça montait, évidemment, ils ne s'en satisfaisaient jamais, mais je pense que c'était pas désagréable quand même. Merci. C'est vrai qu'après les quinquennats uniques de M. Nicolas Sarkozy et M. François Hollande, on peut s'interroger sur le bien fondé finalement du quinquennat reconductible. Donc à l'heure des réseaux sociaux, la vie politique s'accélère et les réformes qui sont entreprises n'ont pas forcément abouties avant une élection présidentielle. Alors la question est la suivante, est-ce que vous seriez pour un septennat non reconductible? Mais il y en a bien meilleurs que moi sur ça. Alors, moi, je pense qu'il y a dans la prémisse de votre raisonnement, elle est fausse, parce que la réalité, c'est que jamais un président de la République n'a été réélu. Jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le général de Gaulle, en 58, il n'est pas élu au suffrage universel direct. Il est élu pour la première fois au suffrage universel direct qu'en 1965. Et sa deuxième réélection, c'est le référendum de 69, et il est battu. Pompidou, malheureusement, on n'en saura jamais, puisqu'il est mort avant de pouvoir candidater pour un deuxième mandat. Giscard n'a pas été réélu. Mitterrand n'a pas été réélu, parce que sa deuxième élection présidentielle à Mitterrand, c'est les élections législatives de 86. Et vous faites le même raisonnement, vous poursuivez le raisonnement. Donc la réalité, c'est qu'en France, soit on est dans le système normal, et la tête de l'exécutif, c'est le président de la République, soit on est en régime de cohabitation, et la tête de l'exécutif, c'est le Premier ministre, et vous prenez toutes les élections de la France depuis 1958, le chef de l'exécutif, il n'est en réalité jamais réélu. Jamais réélu. Alors, pour moi, c'est ça le fondement. Et je pense, même si j'ai pas de solution, parce que la seule solution en réalité est une impasse politique, je pense que nous avons un système dans lequel trop de pouvoir et trop d'attention et trop de tensions sont concentrés sur un seul homme. Qui est soit le président de la République en période normale, soit le Premier ministre en période de cohabitation. Et cet homme ne peut que échouer au moment où arrive le moment de sa réélection, parce qu'il porte en réalité toutes les revendications, toutes les insatisfactions et toute la misère du pays. Et moi je pense qu'on devrait avoir un système à l'allemande ou à la britannique, avec un régime parlementaire classique, dans lequel c'est un gouvernement qui est porté au pouvoir, avec certes un chef de gouvernement, mais en réalité c'est une équipe qui est portée au pouvoir. Le problème c'est que pour avoir ce résultat, il faut supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel, et ça c'est inacceptable pour les Français. Donc moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question, je suis maintenant absolument convaincu du diagnostic, mais en revanche j'ai pas de solution. Excusez-moi, j'ai pas très bien compris en quoi l'élection législative de 86 est un tremplin pour François Mitterrand. Non, j'ai pas dit que c'était un tremplin, j'ai dit qu'en 1986, on lui demande de quitter l'Élysée. C'est ça le message des élections législatives de 86. Et il décide qu'il ne les quitte pas. Voilà, et donc en 88, c'est Chirac qui est bâché, et Mitterrand est réélu. Et en 1995, c'est Balladur qui est bâché, Premier ministre, et on élit quelqu'un d'autre. Et en 2002, c'est Jospin. Sur les liens entre la présidence de la République et les médias, aujourd'hui Emmanuel Macron entend resacraliser la fonction présidentielle après un Nicolas Sarkozy omniprésent dans les médias, un François Hollande très friand de off avec les journalistes qui étaient très présents à l'Élysée. Il a aussi envie de vraiment contrôler toute la communication, c'est-à-dire que de plus en plus on voit que les journalistes ne peuvent pas le suivre dans certains événements. En revanche, le service de presse de l'Élysée est toujours présent et le filme en live sur Facebook pour avoir un contact finalement assez direct avec les Français. Donc il raréfie la parole dans les médias, mais il est omniprésent. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui la stratégie de communication du président de la République? Moi aussi, je vais contester l'hypothèse de départ de votre raisonnement, parce que ce qui est vrai, c'est que Emmanuel Macron et son entourage ont beaucoup dit qu'ils allaient faire différemment. La question, c'est est-ce qu'ils font vraiment différemment? Certainement au début, ils ont changé de style, mais depuis la rentrée, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que faisaient Nicolas Sarkozy et François Hollande. Quelques exemples, François Hollande avait donné une interview à TF1 en septembre 2012. Bon, Emmanuel Macron a fait très différemment, puisqu'il a attendu octobre pour le faire, mais exactement dans le même format. François Hollande s'était fait suivre pendant une semaine par M, le magazine du Monde. Emmanuel Macron vient de se faire suivre pendant une semaine par Paris Match. François Hollande répondait aux débottés, aux questions des reporters de Quotidien dans le cadre de ses déplacements. Emmanuel Macron fait la même chose. Vous savez, c'est comme Lampedusa dans le film ou le livre Le Guépard. S'il faut que tout change pour que rien ne change, il y a peut-être un discours sur la communication qui est différent, mais la réalité est exactement la même. D'accord. Et de plus en plus, la vie politique est théâtralisée. L'homme politique lui-même est théâtralisé. On l'a beaucoup vu pendant la campagne présidentielle, avec des émissions comme Une ambition intime, Candidat au tableau, Le divan, etc. Et
Dans cette société de l'hyper-communication, et à la fois de l'extrême volatilité et variabilité de l'opinion publique, est-ce que l'image même renvoyée par les hommes politiques n'a pas dépassé le poids des idées? Est-ce qu'il est toujours histoire de projet pendant les élections? Moi, je n'aime pas du tout ces émissions Ambition Intime et autres, etc. Parce que je pense qu'il faut... Enfin, je ne mets pas sur le même plan Haut Tableau et Ambition Intime, mais je pense qu'il faut que les hommes politiques se gardent de parler de leur vie privée. Ils ont du mal à y résister parce qu'ils savent que dans une campagne électorale, leur vie privée peut être un levier pour toucher le plus grand nombre, et notamment accéder à la presse People, qui reste quand même une presse extrêmement populaire, parce qu'elle est très lue. Et je pense qu'ils le regrettent toujours à un moment donné. Je crois que Jacques Chirac l'a pas trop fait, mais le peu qu'il l'ait fait, il l'a regretté. Nicolas Sarkozy l'a beaucoup fait, il l'a regretté. François Hollande l'a peu fait, mais le peu qu'il l'a fait, il l'a regretté. Et Emmanuel Macron n'a pas encore eu à le regretter, mais ça viendra peut-être un jour. Et je pense qu'il faut vraiment se garder il faut protéger sa vie privée quand on est un homme politique, même si c'est tentant de l'exposer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous posez une question plus générale de communication, le rapport entre l'image et le fond. On peut pleurer sur le lait renversé, mais aujourd'hui, l'image, l'incarnation, votre identité, ce que vous êtes, est souvent aussi important pour les gens que ce que vous dites, ce que vous faites. Moi aussi, je préférerais que les hommes politiques ne soient élus et suivis simplement pour leurs actes ou les idées qu'ils défendent. La réalité, c'est qu'on ne vote pas que pour ça, on vote aussi pour un style, pour une image, et c'est pas forcément négatif parce que l'image, elle représente aussi des aspirations de la société. Quand les Français votent pour Nicolas Sarkozy en 2007, c'est certainement aussi parce qu'ils veulent la rupture, une forme de jeunesse, de dynamisme, etc. À l'inverse, quand ils votent pour François Hollande, ils veulent de la normalité, une forme de tranquillité. Et aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, c'est aussi parce qu'ils ont voulu de la jeunesse. Et c'est pas négatif. Donc moi j'aime pas tellement cette opposition permanente entre idée, action et image, parce qu'en réalité il faut plutôt conjuguer. Par contre, ce que je crois, je vais dire une petite vacherie, c'est qu'il faut que l'image, les idées et les actes se correspondent. Et moi je n'aime pas les gens qui s'inventent une image ou qui travestissent une image. Par exemple, je me méfie des hommes politiques qui font semblant de faire des fautes de français. Merci. C'est vrai que quand on vous lit, Monsieur Ganter, on a l'impression que Monsieur Hollande prenait l'initiative de contacter des journalistes, de lancer des émissions, sans forcément vous consulter. Comment vous expliquez cette organisation? Un conseiller, c'est un conseiller, c'est un conseiller. Donc, quand je conseillais le maire de Paris, je n'étais pas le maire de Paris. Quand je suis conseiller de ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas le ministre des Affaires étrangères, et ça valait aussi pour le président de la République. Le conseiller, il est là pour fournir des idées. Parfois, il est écouté, parfois, il ne l'est pas. Ça vaut pour les finances publiques, ça vaut pour les questions juridiques, et ça vaut aussi pour les questions de communication. Alors, c'est vrai que souvent, pour les questions de communication, ça se voit tout de suite, parce que ça se retrouve dans les médias. Et moi, la plupart du temps, le président de la République me consultait quand il avait une décision à prendre qui avait trait à la communication. Il lui est arrivé de me consulter, et j'ai su les choses a posteriori. Mais je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus, parce que c'est lui qui a été élu au suffrage universel. Moi, je n'étais que son collaborateur. Et Madame Mignon, justement, Nicolas Sarkozy, en 2012, a perdu l'élection présidentielle face à François Hollande. Vous avez participé activement à la campagne également. Est-ce que vous regrettez, justement, peut-être que le poids des idées ait été passé sous silence, ou un poids inférieur que celui de l'image du président sortant, avec un bilan pas favorable, mais surtout une image dégradée par les affaires privées? Non, moi je suis absolument convaincu que c'est pas à cause de ça qu'il a perdu les élections. Il a perdu les élections de 2012 parce qu'il n'a pas délivré entre 2007 et 2012 ce pourquoi il avait été élu. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Il avait généré un très grand espoir. Il en avait sans doute, là je suis coupable parce que j'y ai participé, il avait sans doute généré trop d'espoir parce que c'est vrai qu'en 2007 notre programme était extrêmement riche, on allait tout faire, on allait tout réussir, ça serait formidable, etc. Je pense qu'ils auraient intérêt, c'est très difficile à faire, mais ils auraient intérêt à se centrer sur 3, 4, 5 priorités, mais pas plus. Nous, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait tout et que ce serait formidable, donc il a généré un énorme espoir. Après, derrière, il n'a pas délivré, et s'il n'a pas délivré, c'est qu'il y a eu la crise, mais c'est pas seulement à cause de la crise. Donc ça, c'est des questions qui sont, c'est long et compliqué
compliqué d'expliquer, enfin en tout cas moi tel que je l'ai vécu, et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été réélu en 2012. Voilà, et puis alors par ailleurs, en tout état de cause, la réélection du président c'est compliqué parce que nous on était, dans la campagne de 2012, on était tout le temps confrontés à la... Chaque fois qu'on avançait une idée nouvelle, on nous disait mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Voilà. Et ça, c'est quelque chose auquel vous vous heurtez en permanence. Donc ça rend la campagne encore plus difficile. Mais je ne pense pas du tout qu'il a perdu la campagne à cause de son image. D'accord, je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant passer au petit jeu des mardis. Donc les règles du jeu sont simples. Vous avez une question, 3 propositions, et vous choisissez celle que vous préférez. Donc la première question est pour vous, Madame Mignon. Donc, nous sommes le 29 juillet 2008. Vous quittez l'Élysée. Vous n'êtes plus directrice du cabinet de Nicolas Sarkozy. Et avant de rejoindre le Conseil d'État, en décembre, vous décidez de redevenir commissaire national guide des scouts unitaires de France. Et il vous faut un nouveau totem. Donc 3 possibilités. Le porc-épic rebelle. Le porc-épic symbole de foi et de confiance, et rebelle parce que vous êtes toujours offusqué aux frasques de la vie de château à l'Élysée. Seconde possibilité, la libellule rêveuse. La libellule, symbole de l'illusion, et rêveuse pour vos promesses de campagne de 2017. Que vous avez jugé plus tard impossible à réaliser. Et la troisième possibilité, le castor mignon, le castor, symbole de l'action et de la construction. Si je prends la libellule, personne va c'est pas très crédible. Si je prends le porc-épic, c'est pas très flatteur, je donc prendre le castor. Très bien. Gaspard Ganzer, il est 23h30, vous quittez le palais un vendredi soir, les sondages d'opinion sont mauvais. Alors, pour vous détendre, vous plaquez tout et décidez de partir sur la côte pour un week-end entre amis avec Manuel Valls. Ou alors, amateur de beaux souliers, vous entreprenez de leur refaire une beauté et faites alors venir un cireur de chaussures au palais, Aquilino Morel si vous m'entendez. Ou enfin, vous contactez votre fidèle ami Victor pour vous retrouver comme au bon vieux temps en petit joint au bord des lèvres. Ah bah, ça sera l'amitié d'abord, donc ça sera Victor. Ouais. Passons à la troisième question, donc qui est dédiée à vous deux. J'ai une citation. Et il faut que vous deviniez qui en est l'auteur. Alors, les 2 grands partis, c'est l'amicale des boulistes, mais sans l'amitié et sans les boules. Qui a dit ça? Philippe Chirac, tant peut-être, mais c'est peut-être pas ça. Plus récent. Emmanuel Macron. Ah oui. On aurait pu. Ouais, c'est vrai. On aurait dû réfléchir, ouais. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la droite et la gauche sont mortes aujourd'hui? Je vais répondre si je veux jouer en premier. Moi, je pense que les idées de droite et les idées de gauche ne sont pas du tout mortes, parce que je crois qu'il y a quand même des clivages qui existent. On le voit d'ailleurs assez rapidement sur les questions fiscales, les questions d'éducation et bien d'autres sujets. En revanche, je pense que les partis qui incarnaient la droite et la gauche ont quand même du travail à faire s'ils veulent se renouveler. Et puis aussi, et ça c'est vrai, pour ça c'est le succès d'Emmanuel Macron, des sujets sur lesquels tout le monde peut se retrouver, c'est vraiment... Très bien. 4e et dernière question de notre petit jeu. Ce soir, c'est soirée Raoult vers d'autres frontières à l'ESSEC. Et pour le thème, vous devez enfiler votre costume traditionnel favori. Lequel choisissez-vous de porter? Le collier de fleurs de Wallis et Futuna pour la fièvre antillaise, le boubou africain pour l'élégance en toutes circonstances, Nicolas Sarkozy, ou le costume traditionnel kazakh et sa chapka, Nazdrovia. Moi, évidemment, qui aime la montagne, la neige, le froid, le costume kazakh, ça va de soi. Cette photo est quand même absolument extraordinaire. À chaque fois que je la vois, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Mais il est vraiment de sourire sur la photo, justement. Non, en hommage à François Hollande, dont vraiment le sens de l'humour me surprendra toujours. Je prendrai aussi la chapka. Ouais. Comment il a vécu le tapage médiatique après cette photo? Ça l'a fait rire, mais comme toujours, parce que ce genre de choses le faisait vraiment rire, vraiment. Est-ce que ça vous a inquiété quand la photo est... Vous en parlez dans votre livre? Alors, j'étais pas avec lui à ce moment-là, j'étais chez moi tranquillement profitant d'un petit week-end. De toute façon, c'est une règle, à chaque fois que je ne partais pas avec lui, il y avait un emmerdement. Ouais. Et donc là, ça avait fait bingo. Et quand j'ai commencé à voir la photo sur les réseaux sociaux, très bêtement, parce qu'on imagine toujours que c'est moins grave, j'ai cru que c'était un photomontage, ça m'a fait hurler de rire. Et j'ai commencé à l'envoyer à mes amis. Et mes amis m'ont dit non mais c'est pas un photomontage, il l'a vraiment posé avec cette chapka, ce costume traditionnel kazakh. Et donc une fois que j'avais réussi à sécher mes larmes de rire, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, et en fait c'était encore un bon tour
que François Hollande nous avait joué à tous en acceptant de revêtir ce costume traditionnel kazakh. Très bien, je vous remercie beaucoup, c'en est la fin de ce petit jeu. Et nous autres... Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote parce que ça montre un peu de l'intérieur, le fonctionnement élyséen, et c'est pareil du temps de Hollande, j'en suis sûre. Vous vous souvenez qu'il y a eu cette... Alors on a compris récemment pourquoi, enfin en tout cas il y a eu une interprétation qui a été donnée récemment, mais la première fois, une des premières fois que Nicolas Sarkozy a rencontré Vladimir Poutine, quand il est sorti de cet entretien, il s'est retrouvé en conférence de presse et on avait l'impression qu'il était complètement ivre, ce qui a beaucoup surpris puisqu'il ne boit jamais d'alcool. Alors nous évidemment, un peu comme pour l'image kazakh, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, la vidéo a fini par arriver assez rapidement sur nos ordinateurs à l'Élysée, donc au début on se marrait, on la regardait, etc. Et puis tout le monde en fait on rigolait quoi. Et puis il y a une dizaine de jours qui sont passés. Et un matin, on avait une réunion tous les matins avec le président, et un matin, 10 jours plus tard, le président arrive et nous dit « Mais dites, vous avez rien à me raconter ?» Alors on se regarde, non, rien de spécial, mais c'est quoi cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, sur Internet, où j'ai l'air complètement ivre à la sortie de l'entretien avec Vladimir Poutine, etc. À ce moment-là, on s'est tous aperçus qu'en réalité, aucun d'entre nous n'avait osé lui en parler. Donc il ignorait totalement cette vidéo, et en fait il s'en est rendu compte, et alors il nous a expliqué, voilà, moi hier j'étais avec Louis, alors Louis à l'époque avait, je sais pas, 10 ans, donc Louis avait invité un petit copain de l'école, ils étaient en train de regarder, ils étaient en train de surfer sur Internet, ils regardaient la vidéo, tous les deux explosés de rire. Nicolas Sarkozy est entré dans la chambre des enfants, pourquoi vous vous marrez comme ça? Et c'est Louis qui a montré à son père la vidéo qui circulait sur lui et dans 60 millions chez 60 millions de Français. Voilà, donc ça vous montre que les conseillers sont pas très courageux parce qu'aucun des conseillers ne lui en avait parlé, n'avait eu le courage de lui dire qu'il y avait cette vidéo qui circulait. Et en fait, il avait pris un scud de Vladimir Poutine, c'est ça? Alors c'est ce qui s'est dit récemment, voilà. Alors, une petite question pour rebondir, à la fois de faire la transition sur la troisième partie de Vie ma vie de conseiller. Est-ce qu'il y en a à l'Élysée qui osent justement affronter le président de la République, s'opposer et lui dire la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de cour, finalement, autour du président de la République qui empêche cette sincérité dans la relation? Alors, au risque de me contredire avec avec l'anecdote que je viens de raconter, bon, il y a évidemment des phénomènes de cour. À mon avis, le problème du phénomène de cour, c'est pas tellement... il y a évidemment de la flatterie, une difficulté à parler vrai avec le président de la République. À mon avis, le principal problème du phénomène de cour, c'est pas tellement celui-là. Le principal problème du phénomène de cour, c'est les phénomènes de clan. C'est-à-dire que la caractéristique de la cour, c'est qu'à la fois elle est flatteuse à l'égard du prince, et en même temps elle se déteste, elle se hait, elle est incapable de travailler ensemble. Et ça, c'est ça le vrai, la chose qui est vraiment perverse, délétère, et qui nuit énormément au président, c'est cette détestation des conseillers entre eux. Alors ensuite, sur le fait qu'on ne dit pas la vérité au président, moi je voudrais nuancer, parce que je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des personnalités d'abord qui ont plus de capacité à parler de manière authentique, et puis d'autres qui ont plus de capacité à flatter. Bon, ça c'est dans la nature humaine, c'est toujours comme ça. Mais moi, il m'est arrivé bien souvent de ne pas dire ce que je pensais, non pas parce que j'avais pas le courage de le dire, mais simplement parce que j'étais pas sûre en réalité de ce que je pensais, et j'étais pas sûre que ce que j'allais dire était fondé, était censé, était ce qui j'étais pas sûre en réalité de penser dans le sens des intérêts du pays, ou dans le sens des intérêts des réformes qu'on voulait mener. Donc le doute, il est extrêmement fort, et souvent vous ne parlez pas, non pas parce que vous n'avez pas le courage de parler, mais parce qu'en réalité vous êtes en situation de doute. Alors après, je peux vous donner plein d'exemples où j'ai pas dit ce que je pensais au moment où je l'ai pensé, parce que je doutais, et où après je l'ai profondément regretté. Mais je pense que c'est ça le vrai sujet de la collaboration avec une personnalité politique. D'accord. Le 19 juin dernier, était assis sur ces mêmes fauteuils le général Puga, et qui a abordé ce thème, exactement le thème que vous venez de traiter, et qui disait que le président Sarkozy était difficile d'être franc avec lui parce qu'il challengeait beaucoup ses conseillers. Quel était votre vécu par rapport à cela, et est-ce qu'il y a beaucoup de conseillers qui osaient vraiment lui dire les choses en face? Oui, encore
une fois, ça dépendait des personnalités, mais oui, c'est vrai qu'il les meilleures décisions qu'il a prises, et ça, là aussi, je pourrais donner des exemples. Les meilleures décisions qu'il a prises, c'est lorsqu'il se retrouvait avec ses collaborateurs, il y avait une diversité d'avis autour de la table, et ça c'est inhérent au cabinet d'un président de la République, et heureusement que c'est comme ça, qu'il y ait plusieurs avis autour de la table, et que lui-même écoute les différents avis, revient dans son bureau, nous réunit une nouvelle fois, soit le même jour, soit quelques jours plus tard, annonce sa décision, et essaye de convaincre ceux qui sont contre la décision qui a été prise que c'est la bonne décision. Parce que c'est à ce moment-là que les arguments, éventuellement que la décision qui a été prise dans une certaine direction, elle va être nuancée, on va lui apporter un complément, etc. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que les meilleures décisions qu'il a prises, c'est des décisions dans lesquelles, malgré les oppositions au départ des différents conseillers, finalement, au bout d'un jour, au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, tout le monde était réuni autour de cette décision et la partageait parce qu'on avait réussi à l'élaborer dans la méthode, dans la manière de la présenter, dans la manière de la mettre en œuvre. On avait élaboré finalement une solution qui réunissait le consensus de tout le monde. Le problème de ça, c'est que pour décider comme ça prend 15 jours. Et que ça, c'est impossible avec le rythme des décisions. Et les décisions, ils sont obligés de les prendre très vite, et c'est à ce moment-là qu'elles sont mal prises. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez donc été conseiller à la présidence de la République, et la question qu'on se pose tous, c'est finalement comment intègre-t-on ces cabinets? Vous avez chacun eu un parcours à peu près similaire. Vous avez fait l'ESSEC avant, mais ensuite vous avez fait Sciences Po tous deux, vous avez fait l'ENA. Après l'ENA, vous avez intégré un corps d'administration, le Conseil d'État pour vous, Madame Mignon, et le ministère du Travail pour vous, Monsieur Gonzer. Ensuite, vous avez intégré un cabinet ministériel, puis vous avez été recommandé pour intégrer un cabinet ministériel, puis vous avez intégré le cabinet du président de la République. Est-ce que Sciences Po et l'ENA sont des prérequis déjà, et sinon comment fait-on pour intégrer un cabinet? Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle ou de voie toute tracée, puisque en réalité, dans les cabinets ministériels, enfin, tels qu'ils existent encore jusqu'à présent, il y a 2 types de recrutements principaux. Il y a effectivement des hauts fonctionnaires qui viennent de leur administration d'origine ou des grands corps de l'État, comme le Conseil d'État auquel appartient Emmanuel Mignon. Et puis d'autre part, des gens qui sont plus proches des militants politiques, qui ont participé aux campagnes électorales, ça peut être des assistants parlementaires ou des conseillers spéciaux, des hommes politiques par le passé, quand ils étaient élus locaux, etc. Donc les deux se côtoient, donc d'ailleurs souvent il y a un petit choc des cultures entre ceux qui viennent plutôt de la haute administration et ceux qui viennent plutôt du militantisme politique, et je crois que c'est plutôt une richesse qu'il y ait les deux et que les entourages sont composites. Je pense que c'est encore mieux d'ailleurs quand dans les entourages il y a aussi des personnalités qui viennent de totalement ailleurs, du monde intellectuel, du monde universitaire ou du monde de l'entreprise, et c'est malheureusement trop rare, même encore aujourd'hui sous Emmanuel Macron, il y a peu de gens qui viennent vraiment de la société civile dans les cabinets. Moi je crois que si l'objectif c'est d'aller en cabinet ministériel, il faut s'engager politiquement, je pense que c'est ça la meilleure des manières, quoi. Franck Louvrier, qui était notre invité en 2013, estimait que, au contraire, à l'Élysée, en fait, les conseillers étaient des politiques, absolument, alors que les conseillers techniciens étaient présents dans les ministères. Et qu'en fait, les conseillers du président de la République étaient des hommes politiques puisqu'il fallait qu'ils puissent prendre une décision sans avoir forcément l'aval du chef, et qu'ils devaient le connaître parfaitement. Est-ce que justement vous êtes recruté pour vos qualités techniciennes, ou plutôt pour vos côtés politiques et scopinage? D'abord, à l'Élysée aussi, il y a des conseillers techniciens. La réalité, c'est que dans les ministères, à Matignon et à l'Élysée, l'organisation est toujours la même. Il y a un premier cercle et un deuxième cercle. Le premier cercle, c'est les collaborateurs politiques, quand bien même ils peuvent avoir au départ une origine technique. Moi, ce qui a été mon cas, quand j'ai commencé avec Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, j'étais dans le deuxième cercle. J'étais une conseillère qui avait été recrutée pour ses qualités techniques. Et puis, à un moment, pour des raisons X, Y, Z, vous allez entrer dans le premier cercle, qui lui est le premier cercle politique. Et ça, c'est pareil à l'Élysée, à Matignon et dans les ministères. Il y a des conseillers qui sont dans le premier cercle et des conseillers qui sont dans le deuxième. Merci. L'ENA est aujourd'hui sujet à une vraie polémique, d'une part par l'opinion publique qui voit une école qui prépare des gens qui sont en trop grand écart entre la vraie vie et la vie politique, mais aussi par des gens qui y sont passés. Vous, monsieur Gonzer, vous parlez de l'ENA comme une école avec un vide intellectuel. Bruno Le Maire défendait sa suppression lors de la primaire de la droite. Alors vous deux qui êtes passés par cette école prestigieuse, comment voyez-vous son avenir?
Je suis assez... le problème, c'est que l'ENA a le même... Enfin, ça fait de très nombreuses années que l'ENA a le même problème. C'est-à-dire que, d'un côté, je n'ai pas rencontré un élève qui m'ait dit c'est absolument génial, j'ai appris tant de choses à l'ENA. On apprend des choses à l'ENA pendant les stages. Je crois que tout le monde fait des stages passionnants en préfecture, en ambassade ou ailleurs. Mais après, la scolarité en elle-même est souvent très décevante à l'échelle de ce qu'on a pu faire avant, que ce soit à Sciences Po, à l'ESSEC ou ailleurs. Donc la solution n'a pas été trouvée. Et en même temps, on n'a pas trouvé de meilleur système encore aujourd'hui pour, on va dire, sélectionner et orienter ce qui va constituer demain la haute administration. Moi, mon regret quand même, je pense que c'est peut-être une piste, je pense que peut-être dans la formation à l'ENA, on devrait apprendre aux élèves peut-être à penser un peu plus par eux-mêmes, à plus de créativité, d'imagination. Moi, j'ai eu le sentiment, mais je ne sais pas ce qu'on dirait Emmanuel Mignon, c'est que on nous poussait beaucoup à reproduire des formules ou ce que faisaient les administrations, etc. Et pas du tout à prendre des risques et à inventer des choses, quoi. Merci. Certains de vos anciens camarades, collègues, occupent aujourd'hui des postes de ministres, parlementaires, voire président de la République. C'est le cas pour Emmanuel Macron. Donc, vivre ainsi au plus près du pouvoir, est-ce que ça vous inspire un avenir politique sous le feu des projecteurs? Il y a quelque chose... Il y a deux choses qui vont ensemble, mais qui sont quand même un petit peu différentes. Pour pouvoir aspirer à un destin politique, il y a un premier truc, c'est effectivement, Gaspard l'a dit tout à l'heure, c'est le suffrage universel. Et ça, tout le monde n'a pas le courage d'y aller parce que c'est extrêmement dur, parce qu'il y a aussi des échecs. Et les échecs, vous les ressentez, je ne l'ai pas vécu, mais par contre j'ai vécu près de gens qui l'avaient vécu, vous le ressentez comme le fait qu'on ne vous aime pas. Et ça, c'est absolument épouvantable. Donc le suffrage universel, c'est très difficile et tout le monde n'a pas ce courage. Et puis il y a quand même une deuxième chose qui va avec le destin politique, c'est la médiatisation. Il faut aimer être dans les médias, il faut aimer voir ça bouille partout dans les magazines, etc. Et là aussi, il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui n'aiment pas. Et personnellement, je n'aime pas. Et quant à moi, histoire, et je vous vole votre question, mais j'ai failli être candidat aux dernières élections législatives. Vous l'avez été l'espace d'un peu. Oui, enfin, j'ai pas déposé ma candidature, mais bon, c'est resté quand même grotesque. Donc Emmanuel Macron, nouveau président de la République, voulait que je sois candidat aux législatives. Je le remercie parce que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour lui, bien sûr, mais surtout pour le suffrage universel, parce que je considère que faire de la politique vraiment, c'est être candidat à une élection. Et malheureusement, pour plein de raisons qui lui appartiennent et qui appartiennent à la situation du moment, il a pu me proposer simplement d'être candidat à Rennes. Or, j'adore la Bretagne, j'ai passé plein de vacances, etc. Mais je n'ai aucune racine bretonne, ni de près ni de loin. Et donc, j'ai dû, au bout de 24 heures, lui dire que franchement, ça n'était pas du tout une bonne idée, même si je remerciais beaucoup de cette proposition. C'est pas à cause du tollé médiatique, du tout? Je savais qu'elle allait avoir... J'ai beaucoup de défauts, mais il y a une chose que je connais vraiment bien, c'est le fonctionnement des médias. Donc je savais que compte tenu de ce que j'étais, au moment où cette proposition était faite, je serais exposé. Mais ce qu'a dit Emmanuel Mignon est très vrai, c'est que quand vous faites de la politique, pour de vrai, c'est-à-dire au sens d'être candidat à une élection, il faut accepter de perdre, déjà, ce qui n'est pas très agréable, et puis il faut accepter les critiques. Et il faut accepter Emmanuel Macron, quand il a été candidat à la présidence de la République, on ne l'a pas applaudi tout de suite. Il a d'abord été énormément critiqué. Nicolas Sarkozy, François Hollande, ils ont été beaucoup détestés avant d'être choisis. Et donc ça, je le savais. Donc je crois que vraiment la question du moment, c'était pas le bon moment pour moi, parce qu'il fallait que je crée une boîte, c'était pas le bon endroit. En revanche, je n'ai pas dit mon dernier mot, donc on verra bientôt. Merci. Merci. Donc la vie d'un conseiller, c'est aussi être au plus proche du président dans les moments les plus difficiles du quinquennat. Madame Mignon, vous étiez auprès du président Sarkozy pendant la crise des subprimes en 2008. Monsieur Banzer, vous étiez auprès de Monsieur Hollande pendant les attentats, notamment de janvier et de novembre. Comment évolue la relation avec le président de la République dans ces moments-là? On parlait tout à l'heure d'une relation professionnelle qui se crée avec vos collaborateurs et avec le président. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fort qu'une relation professionnelle finalement? Et quelle est votre relation avec M. Sarkozy et M. Hollande? À ce moment-là, c'est un très très grand stress qui les frappe. Et vous êtes, évidemment, vous vous mobilisez. Je parle il y a eu la crise des surprimes, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais revenue dans la campagne de 2012, j'ai eu aussi la Fermera. Donc
c'est un grand stress. Vous mettez toute votre énergie, votre dévouement, vos compétences pour essayer de les aider du mieux possible, mais vous êtes absolument impuissant à gérer leur stress. Voilà. Et donc ça crée effectivement ça crée des liens parce que vous voyez l'homme tel qu'il est avec la très grande charge qu'il a sur les épaules à ce moment-là, et vous n'en avez pour lui à ce moment-là que de l'estime et de l'admiration, ce qui ne vous empêche pas par ailleurs, parce que moi j'ai rien à prouver, j'avais quitté l'Élysée, donc je ne suis pas une admiratrice béate de Nicolas Sarkozy, donc je connais l'individu et j'ai beaucoup de reproches et de critiques à lui faire, mais dans des moments comme ça, vous pouvez quand même pas ne pas avoir énormément de respect et d'admiration pour eux. Moi je pense souvent que c'est dans les grands moments, les grandes situations qu'on voit les grands hommes, et souvent les présidents de la République sont devenus totalement présidents de la République quand ils ont eu à faire face à des situations exceptionnelles. Ce fut le cas pour Nicolas Sarkozy, d'abord pour la crise des subprimes, et François Hollande certainement aussi au moment des attentats. Je trouve que dans ces moments, on les voit totalement tels qu'ils sont, donc c'est la vérité qui apparaît, donc ça évidemment c'est toujours marquant. Et aussi, il se passe quelque chose dans le collectif élyséen, parce que ce qu'a dit Mme Mignon était très vrai tout à l'heure, c'était insupportable, c'est les querelles de clans au sein des cabinets ministériels ou présidentiels. Mais le seul moment où j'ai trouvé que les choses fonctionnaient bien, et heureusement d'ailleurs, c'est dans les moments de crise les plus graves, où là quand même, fort heureusement, les gens mettent un peu leur ego de côté, et ils ne sont pas en train de se demander qui m'a piqué ma gomme, alors qu'on doit gérer une attaque terroriste. Merci. Et justement, vous êtes tous deux un exemple de fidélité auprès de vos présidents respectifs. Le président Sarkozy a été trahi de nombreuses fois. Monsieur Ganzer, vous allez jusqu'à dire que Monsieur Hollande a été trahi par tous. Quel avenir pour la fidélité en politique? Stéphane Le Foll disait que la loyauté était l'avenir de la politique il y a quelques semaines. Ouais, alors... Stéphane Le Foll a dit que la loyauté c'était l'avenir du socialisme et l'avenir de la politique. Alors moi je suis totalement d'accord avec ça. Je suis très 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 mal à l'aise parce que autant je trouve que Macron fait des choses formidables, il fait des choses dont j'aurais rêvé qu'on les fasse, etc. Donc je suis très à l'aise avec le quinquennat Macron, en tout cas tel qu'il se déroule pour l'instant. Autant je suis très très mal à l'aise avec ceux qui étaient de droite 15 jours avant et qui ont changé de camp ou qui sont passés ailleurs simplement pour des portefeuilles ministériels. J'en veux pas trop à Philippe parce que Édouard Philippe a été quand même l'un des rares hommes politiques de droite à s'opposer à Nicolas Sarkozy, à toujours dire ce qu'il pensait sur Nicolas Sarkozy. Donc Édouard Philippe, il a mangé son pain noir pendant les années du sarkozysme, donc il a bien mérité d'être là où il est aujourd'hui. Mais je dois dire que de la part d'autres hommes politiques de droite, moi je suis extrêmement mal à l'aise. Voilà. Souvent on retient en politique les trahisons, et c'est vrai qu'elles sont nombreuses, mais c'est vrai que moi j'ai aussi rencontré beaucoup de gens loyaux, et je pense que c'est la vertu cardinale de la politique, c'est la fidélité et la loyauté. Et d'ailleurs, ceux qui sont loyaux et fidèles réussissent aussi très bien. Regardons Bernard Cazeneuve qui est venu ici. Bernard Cazeneuve, il a été d'une loyauté exemplaire vis-à-vis de François Hollande, d'abord de Laurent Fabius pendant toute sa carrière politique, puis après de François Hollande pendant tout le quinquennat. Et il a terminé à Matignon, et je suis sûr qu'il fera encore de très belles choses par la suite. Donc on pense souvent que le crime paie, je pense que la bonté, la loyauté peuvent aussi. On imagine que vous avez beaucoup de responsabilités quand vous êtes au cabinet du président de la République. Une responsabilité qu'on peut d'abord qualifier de morale, puisque vos conseils, s'ils sont appliqués par le président de la République, auront un impact direct sur sa popularité et sur son bilan à la tête de l'État. Je pense par exemple lorsque il y a eu la disparition de Rémi Fraisse, vous n'avez pas communiqué assez rapidement, en off avec des unions journalistes, vous avez confié ce regret, il s'est retrouvé sur la toile, vous avez eu à rendre des comptes très rapidement ensuite. Il y a aussi une responsabilité pénale, Madame Mignon, je me permets de l'aborder, vous êtes mise en examen dans l'affaire des sondages de l'Élysée, et du coup nous voulions savoir quelle forme de responsabilité prend votre action au cabinet du président de la République, et s'il ne vous est jamais arrivé de songer à la démission après une erreur, avec le poids de la culpabilité et de l'incidence que ça peut avoir sur le président de la République. Moi, je vais vous dire, j'ai fait une erreur. C'est au sexe, notamment. Hein? Je pensais de non, aussi le sexe, ça n'a rien à voir.
c'est des propos qui ne sont pas tenus et qui sont après instrumentalisés. Moi, j'ai fait une erreur. C'est l'affaire de la Shoah. Lorsque Nicolas Sarkozy est allé au dîner du CRIF en 2008, au printemps 2008, il a fait un discours, c'est un événement très traditionnel, tout Paris est là, il y a beaucoup de médias, etc. À la fin de son discours, il a voulu proposer quelque chose en matière sur l'antisémitisme, sujet qu'il connaissait très bien et sur lequel j'avais moi personnellement beaucoup travaillé, parce que quand il était arrivé ministre de l'Intérieur en 2002, il y avait eu une recrudescence des actes antisémites assez importante et on avait mis en place on avait fait énormément de choses pour que cette montée des actes antisémites en France redescende, et on avait agi à la fois sur les services de police, la justice, l'éducation nationale, etc. Donc dans cette mouvance-là, il annonce dans son discours du CRIF on va confier aux enfants de CM2 la mémoire d'un enfant disparu pendant la Shoah. Cette idée, c'est pas moi qui l'ai eue, mais c'est moi qui l'ai présentée au président de la République. Quelqu'un me l'avait donné, et je l'ai présenté à la République. Il y a eu un débat entre nous, donc Nicolas Sarkozy n'en a jamais voulu, on en a discuté, il y a eu une réunion de cabinet, sans doute qu'on aurait dû davantage associer le conseiller éducation à ce moment-là, on ne l'a pas fait, bon, ça s'est passé comme ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on décide assez rapidement, et cette idée a été retenue. C'était rétrospectivement une très mauvaise idée, c'était une très mauvaise idée parce que c'était une idée morbide, c'était une très mauvaise idée parce que ces enfants étaient beaucoup trop jeunes évidemment, et puis c'était une mauvaise idée parce que je crois qu'il y avait dans cette idée des choses que sans doute c'est un peu compliqué d'en parler parce qu'après j'ai évidemment beaucoup réfléchi à ça et j'en ai beaucoup parlé aussi, et je crois que ce que j'ai compris de la communauté juive, c'est que la seule manière d'accepter ce qui s'est passé pendant la Shoah, c'est d'en réalité en faire une affaire collective, parce que si vous commencez je suis désolée parce qu'il y a forcément des gens dans cette salle qui sont concernés, donc je suis désolée par la maladresse de mes propos s'ils sont maladroits, mais ce que j'ai compris, c'est que dès que vous le ramenez à un destin individuel, c'est tellement insupportable qu'en réalité vous ne pouvez pas vivre avec ça, et donc vous ne pouvez l'accepter que si c'est dans le cas d'un destin collectif. Et l'idée de confier la mémoire d'un enfant à un autre enfant, c'était pour cette raison-là aussi une très mauvaise idée. Pour moi, c'est la seule vraie erreur que j'ai commise, parce qu'après tout le monde fait des erreurs, parce qu'il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur, etc. Jamais, jamais, jamais Nicolas Sarkozy ne m'a reproché la moindre erreur, parce qu'il sait par ailleurs la quantité de travail que j'ai fait pour lui. Ça, c'était une erreur. Et là où je m'en veux le plus, c'est que le matin de ce discours, Simone Veil est venue à la présidence de la République parce que Nicolas Sarkozy voulait lui confier une mission sur une réflexion sur le préambule de la Constitution. Et donc on est à 12 heures de ce discours, il est encore le temps de le changer. Je suis dans l'antichambre avec Simone Veil, et là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû évidemment lui en parler. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que quand vous êtes devant Simone Veil, vous ne parlez pas de la Shoah. J'ai pas pu lui en parler, et je pense que c'est la seule vraie erreur que j'ai commise. Est-ce que vous en êtes excusé auprès du président de la République? Non, encore une fois, mais le président, je ne pense même pas qu'il se souvient que c'est moi qui ai apporté cette idée, parce qu'on en a discuté entre nous. Donc après, il n'y a pas... le président ne m'a jamais appelé en disant « Emmanuel, c'était vraiment une connerie cette idée ». Mais voilà, je sais que j'ai fait cette erreur-là, et c'était une erreur. Et vous, M. Ganzer, vous arrivez à une période où le président de la République est au plus bas dans les sondages, vous devez redorer la communication du président. Et puis il y a eu quelques couacs encore qui s'en sont suivis. Moi j'ai fait un paquet d'erreurs, enfin plein de petites fautes, etc. Mais j'en retiens pas une en particulier, parce que moi en plus je considère que faire exactement comme vient de le dire Emmanuel, c'est ceux qui font jamais d'erreurs, c'est ceux qui ne prennent jamais de risques et qui ne font jamais rien. C'est sûr que si vous restez dans votre bureau et que vous attendez qu'on vous demande de faire des choses très simples, vous ne commettez pas d'erreurs. Moi j'ai toujours été l'apôtre de ceux qui, de la prise de risque, et notamment dans le domaine de la communication. Pourquoi? Parce que on a vécu au cours des 10 dernières années, une révolution industrielle qui est celle du numérique et de la communication, et il fallait bien évidemment prendre des risques pour sortir des sentiers battus, tenter des choses qu'on a tentées, qu'on a réussi, d'autres choses qu'on a tentées, qu'on a ratées, mais finalement rien de catastrophique, et j'assume chacune de ces petites fautes, parce que la réalisation de chacune de ces petites fautes nous a aussi permis de réussir de belles choses par ailleurs. Merci. Merci. Nous avons une image publique des présidents de la République. Monsieur Sarkozy avait une image, peut-être à tort, de quelqu'un de très vif,
quelqu'un de cash, quelqu'un de sans frasque, parfois peut-être avec un ego surdimensionné. Monsieur Hollande, au contraire, avait une image publique de quelqu'un de, entre guillemets, mou, et très consultatif dans sa gestion des choses, et très à l'écoute également. Alors la question qu'on souhaiterait vous poser, c'est comment était-il avec vous dans le privé? Est-ce que leur attitude respectait l'image publique, ou est-ce qu'il était différent? Moi, je crois que dans les images, je vais dire un truc qui va peut-être me surprendre, mais dans les images publiques, il y a toujours un fond de vérité. François Hollande est évidemment quelqu'un d'incroyablement consensuel, obsédé par le rassemblement, la synthèse, qui veut tout le temps réconcilier les gens, pas du tout un homme du conflit. Et moi, je trouve que c'est une qualité d'ailleurs. Je trouve que ça peut parfois être un défaut, mais c'est aussi une qualité. Ça, c'est assez vrai. En revanche, c'est pas un être sans ego. Parce que vous ne faites pas de la politique, vous n'avez pas un ego quand même assez important, et surtout vous ne devenez pas président de la République si vous n'avez pas une petite tentation, si vous n'aimez pas qu'on vous parle de vous, quoi. Merci. Si vous avez un moment que vous souhaiteriez revivre à l'Élysée, un bon moment ou un mauvais moment, lequel serait-il? Est-ce qu'il y a quel moment qui vous a le plus marqué dans votre expérience élyséenne auprès du président? Moi, il y a le plus beau moment que j'ai vécu, mais justement je ne pourrai jamais le revivre, parce qu'il est non reproductible, c'est la marche du 11 janvier 2015, donc cette marche des Français contre la barbarie terroriste, pour la liberté d'expression, mais aussi en hommage à toutes les victimes des attentats, tant de l'Hypercacher que de Charlie Hebdo et les 3 policiers qui avaient été tués. Je trouve que c'était un incroyable moment de fraternité. Alors c'est vrai, tous les Français n'ont pas manifesté ce jour-là, mais ceux qui l'ont fait pour tous, et ça reste pour moi un incroyable souvenir. Madame Mignon, peut-être. Je suis désolée, j'aurais voulu finir sur une note positive. Mon meilleur souvenir de l'Élysée, c'est le jour où je suis partie. Nous arrivons à la fin de ce débat, et nous allons bientôt passer aux questions du public. Mais avant cela, une dernière question pour conclure, si vous le voulez bien. Vous êtes des hommes de l'ombre. Ce soir, vous montrez que parfois, quand même, vous aimez bien la lumière. Vous avez dit non tout à l'heure à une carrière politique, en tout cas pas prochainement. En tout cas, ce qui vous est commun, c'est que vous avez tous deux intégré le privé à votre sortie de l'Élysée. D'abord, pour quelles raisons cet attrait? Et est-ce que vous êtes entré dans le privé après l'Élysée ou après une carrière administrative? C'est peut-être différent. Alors, c'est très... moi, je voudrais d'abord dire une chose, parce que je pensais que c'était là-dessus que vous alliez me poser la question. Il y a un truc qui est très fort, en tout cas pour moi, qui est extrêmement fort, c'est, moi je crois dans l'État, j'aime l'État et j'aime le service de l'État. Voilà. Si j'ai fait, après l'ESSEC, Sciences Po et l'ENA, si je me suis engagée en politique auprès de Nicolas Sarkozy, etc., c'est parce que le service de l'État et du pays au travers du service de l'État est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et donc je pensais que vous alliez me demander si un jour j'allais y revenir. Et alors je vais répondre à cette question que vous ne m'avez pas posée. La question était faite tout à l'heure. Voilà, oui, évidemment. Si l'occasion se présente, si à un moment il y a de nouveau un homme politique qui me fait confiance, ou même si à un moment on m'appelle sur des fonctions administratives qui m'intéressent, qui sont passionnantes. Non, mais pas forcément ministérielles. Je vous ai dit, j'aime pas trop la lumière, etc. Donc voilà. Donc oui, j'aime ça. Et oui, si un jour l'opportunité se présente, j'y reviendrai. Alors après, pourquoi l'attrait du privé? C'est très prosaïque. Quand on a exercé les fonctions qu'on a exercées, c'est compliqué de nous recaser dans l'administration. Voilà. Parce que d'abord, on est quand même coloré politiquement, et puis deuxièmement, on a quand même été dans des fonctions dans lesquelles on a donné des ordres, on a donné des instructions. C'est difficile de nous remettre dans une place dans laquelle il y a une hiérarchie très forte, etc. Et puis, il y a un secret de polichinelle, on va tomber dans des choses très ancillaires, c'est que la haute administration, elle ne sait pas très bien, enfin, le système est quand même extrêmement pyramidal, et à 45 ans, on ne sait pas très bien quoi faire des gens. Et donc le privé constitue quand même aussi une manière de faire dériver un certain nombre de gens qui n'ont pas des vérités et qui ont des défauts, certes, mais aussi quelques qualités, de leur permettre de faire d'autres expériences dans le privé. Voilà, donc ça s'explique tout simplement comme ça. Monsieur Gonzard, peut-être. Moi aussi, j'ai la passion de l'action publique, du service public, et contrairement à beaucoup de gens, je crois vraiment que la politique au sens large, et ceux qui y travaillent, qu'ils soient élus ou dans l'administration,
contribue à changer la société. Donc c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po, c'est pour ça que j'ai fait l'ENA, c'est pour ça que je me suis engagé auprès d'hommes politiques, tant au niveau national qu'au niveau local. Cette photo est totalement grotesque. C'est là que je vois que vraiment... celle-ci est plus grossière, plus authentique. Et c'est une cigarette, exceptionnellement. Exactement, ça change. Je reprends le fil, hein, histoire d'être un tout petit peu sérieux. Donc non, j'y crois profondément. Quand ça s'est terminé à l'Élysée, je vais pas revenir sur l'épisode législatif, mais moi j'ai vraiment envie d'autre chose, et notamment je voulais certainement me prouver à moi-même que j'étais capable de réussir dans le secteur privé, voire même d'entreprendre. J'ai voulu créer une entreprise en me disant, voilà, est-ce que j'en suis capable, un peu comme un défi que je me suis fixé à moi-même, sans prendre non plus trop de risques, parce que je le fais dans un secteur que je connais bien, qui est celui du conseil en communication. Je l'ai fait avec des amis, on conseille des startups. Ça me fait un bien fou, vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai toujours pensé qu'on avait plusieurs vies. J'ai une première vie dans l'administration, une deuxième vie dans les cabinets ministériels et présidentiels. Là, j'en ai une troisième vie dans l'entrepreneuriat. Ça durera le plus longtemps possible, je l'espère, et je suis sûr que je reviendrai un jour du côté de l'action publique. En revanche, j'ai plus du tout envie de me retrouver dans la position du conseiller. Je pense que si je reviens, ça sera pour être candidat à des élections. Il n'y a pas d'urgence. Merci M. Ganzer. C'est l'heure des questions du public. Donc nous vous prions de bien vouloir vous lever, vous présenter et de poser une question précise à l'un de nos invités. Merci. Bonsoir Emmanuel Mignon. Bonsoir Emmanuel Mignon, bonsoir Gaspard Ganzer, je m'appelle Frédéric, je suis en première année en programme Grande École à l'ESSEC. Il y a eu un passage très intéressant à un moment sur la discussion où à un moment Emmanuel Mignon, puisque ma question s'adresse à vous, vous avez dit qu'un président n'était jamais réélu, en prenant notamment l'exemple du référendum pour le général de Gaulle qu'il avait perdu en 1969, également des élections législatives pour François Mitterrand en 1986, je crois, c'est l'exemple que vous avez donné. Donc ce sont des exemples où les présidents auraient perdu une élection législative et un référendum. Comment expliquez-vous, peut-on expliquer que, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing ait gagné les élections législatives en 1978 alors qu'il a été extrêmement impliqué dans la campagne, que le contexte était extrêmement difficile aussi, le choc pétrolier, l'effondrement du franc. Comment peut-on expliquer qu'un président à ce moment-là, alors que vous faites le parallèle entre les élections présidentielles et législatives, comment peut-on expliquer qu'un président puisse gagner l'élection dans un moment critique? Alors d'abord, c'est l'exception qui confirme la règle. Et puis deuxièmement, ça s'est quand même joué à très très peu. Hein. Oui. Donc voilà. Mais bon, vous avez raison. Bonsoir et merci pour ce débat. Question très courte. Le passage au quinquennat a souvent été accusé de créer un climat de présidentielle permanente. Est-ce que vous pensez que cette critique est juste ou pas? Je pense que ça a contribué à rétrécir le temps politique, donc nécessairement ça y a contribué, mais je crois que c'est un phénomène plus profond. Peut-être que je parle trop depuis ma casquette de conseiller en communication, mais je crois qu'il y a quand même une accélération de l'information, de la pression médiatique qui fait qu'on a un besoin d'événements exceptionnels dans un temps court, et que donc, s'agissant de la politique, on est très vite happé par les prochaines échéances électorales qui passionnent les médias, certainement plus que les Français, ou même les dirigeants politiques eux-mêmes qui cherchent à avancer dans le temps. Bonsoir. C'est une question pour Madame Mignon. Il y a de plus en plus d'entreprises qui recrutent d'anciens conseillers ministériels, d'anciens conseillers présidentiels, d'anciens ministres, d'anciennes grandes personnalités publiques, comme le cabinet d'avocats dont vous faites partie. Bernard Cazeneuve l'a rejoint récemment, Christian Viret y est toujours. Qu'est-ce que vous pensez de ces entreprises, de ces professions libérales, de ces fonds d'investissement comme Tikeo Capital qu'a rejoint récemment François Fillon, qui recrutent de plus en plus d'anciens grands décideurs? Est-ce qu'on peut voir là une volonté d'exercer une influence sur une vie politique en passant soit par les canaux financiers ou les canaux juridiques, ou est-ce que c'est simplement du marketing ou un lobbying caché?
Non, c'est pas du tout un phénomène nouveau, c'est un phénomène très classique, il existe dans tous les pays du monde. Donc d'abord, les vies sont allongées, donc c'est pas parce que vous... Alors Monsieur Fillon, il n'a plus le droit de rien faire, et Monsieur Cazeneuve, il a 53 ans, ça n'est pas un fonctionnaire, donc qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui dans sa campagne normande pour cultiver ses roses. Enfin, je veux dire, voilà, il faut aussi admettre l'idée. On peut pas à la fois dire il faut que les hommes politiques restent moins longtemps, il faut limiter le nombre de mandats, etc., éviter que les hommes politiques, les responsables publics fassent toute leur carrière dans des responsabilités politiques ou des responsabilités publiques, et en même temps après les empêcher d'avoir une deuxième carrière professionnelle. Donc il y a plein de facteurs explicatifs, c'est pas nouveau, il faut bien que les gens aient d'autres carrières. Oui, il y en a qui sont recrutés pour faciliter les contacts avec l'administration, c'est exact, mais là encore, je vais soulever mon chapeau à l'attention de Gaspard Ganzer et de François Hollande. Ça a été très réglementé à l'occasion d'une loi qui est très récente et qui met de la transparence dans le système, et c'est très bien aussi de mettre de la transparence dans le système. Nous allons prendre une dernière question. Bonsoir, merci pour ce débat. En fait, c'est une question qui dépasse un peu votre champ. C'est sur la relation de la France avec l'Europe et les coulisses en fait, de cette relation-là, et peut-être que vous êtes bien placé. En 2005, les Français votent non pour la Constitution européenne. Ensuite, on a le traité de Lisbonne qui oublie ce référendum et applique quand même ce qui était prévu. François Hollande, en 2012, dit qu'il va renégocier les traités, il ne renégocie rien du tout. Et en fait, je voudrais savoir, là, quand on voit les réactions des deux présidents, qui sont pourtant de deux partis politiques opposés, on a un peu l'impression que c'est la même réaction avec un président qui serait un peu, entre guillemets, à la merci de l'Europe, où il ne pourrait pas décider. Donc, ma question, c'est quel poids a l'Europe aujourd'hui sur la politique française, et quel poids aussi a la France face à l'Europe? Le poids, il est absolument gigantesque, mais il n'y a aucun homme politique qui a le courage de le dire. Alors, la question est simple, la réponse est épouvantablement difficile. La question est simple, c'est que évidemment qu'une grande partie de notre destin maintenant il est lié à l'Europe. Ça se fait pas tout seul, on est obligé de faire des compromis avec les autres pays. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont pas possibles. Mais heureusement, enfin en tout cas moi je suis une Européenne très convaincue, heureusement qu'on a l'Europe, et je vois pas très bien comment la France pourrait encore avoir un destin sans être dans l'Europe. Il faut qu'on arrive en même temps à inventer quelque chose, à inventer un système dans lequel les gens, comme dirait Mélenchon, mais tous les gens, pas seulement les Français, tous les citoyens européens arrivent à se reconnaître dans cette nouvelle réalité politique qu'est l'Europe. Et ça, c'est extrêmement difficile. Sans doute que l'Europe a trop dit, que l'Europe a elle aussi peut-être fait trop de promesses. On a dit aux gens que Maastricht allait tout changer. Ben non, Maastricht n'a pas tout changé. Les réalités restent ce qu'elles sont. Mais il faut qu'on arrive à inventer la relation politique qui va avec l'Europe. L'Europe joue un rôle de plus en plus fort. Il faut aussi que les peuples européens arrivent à inventer une relation politique dans laquelle ils reconnaissent l'Europe comme une espèce de deuxième nation. Et cette deuxième nation, ce lien à la deuxième nation, on n'a pas encore réussi à le créer. Et la très grande... donc ça, c'est compliqué à faire, et c'est compliqué au carré, par le fait que l'Europe est complètement coincée. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle essaye, qu'elle a besoin de se réformer et de changer ses traités fondateurs, en réalité, elle ne peut plus, puisqu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels un changement des traités fondateurs suppose un référendum, et ces référendums ne peuvent pas avoir lieu. Donc là, on est dans un système qui est épouvantablement compliqué, mais il faut absolument qu'on arrive à s'en sortir. Je souscris totalement. Moi aussi, je suis un Européen convaincu. Et c'est vrai qu'on a de quoi être inquiet aujourd'hui. Pour deux raisons, parce que l'Europe n'est plus du tout à la mode. Et moi, quand on faisait nos études, je pense qu'il y avait quand même encore un esprit européen très fort, notamment chez les jeunes. C'était Erasmus, c'était pas plus que ça. Aujourd'hui, je sens quand même un euroscepticisme pas du tout latent. On est très présent à toutes les échelles de la société, dans toutes les catégories d'âge, en France. Donc ça, c'est mauvais signe.
Et puis on ne peut pas dire que les europhiles aient vent en poupe au sein de l'Union européenne, c'est même plutôt l'inverse. Or, si l'Europe se délite, je pense qu'on a tous beaucoup à y perdre. Et moi je préfère la France, l'Allemagne, l'Italie au sein de l'Union européenne que séparer les unes des autres, se faisant la guerre perpétuellement depuis des siècles durant. Emmanuel Mignon, Gaspard Gonzer, merci vraiment. Merci. Cher public, c'est la fin de ce débat. Nous vous invitons à vous rendre en cafétéria pour le traditionnel cocktail de mardi. Merci encore.